Voilà, merci à Charles Melman et Bernard Stiegler de continuer cet entretien qui avait commencé donc en janvier dernier et que Charles Melman et Bernard avaient souhaité poursuivre. Donc Bernard, voici notre troisième rencontre en réalité à l'association Lacanienne Internationale. Et la première était donc en novembre dernier avec Patrick Guillemard, Pierre-Christophe Casselineau et Marc Darmon. Et donc la seconde inaugurant un dialogue qui pourrait d'ailleurs encore se poursuivre, qui sait, avec Charles Melman. Alors ceci parce que votre pensée est essentielle, me semble-t-il, aujourd'hui aux psychanalystes, pour analyser les effets des mutations économiques, politiques, sociales, induites par le développement des technologies numériques. Mutations qui ont fait émerger donc ce que Charles Melman, entre autres, décrit comme une nouvelle économie psychique, pour autant, comme l'énonce Freud dans Mason Psychologie, que, je cite, la psychologie individuelle est aussi d'emblée une psychologie sociale. Alors, Bernard Stiegler, je ne rappellerai pas pour cette deuxième rencontre votre bibliographie. Je crois qu'il y a de nombreux livres que vous pourrez dédicacer à la fin de la rencontre, cette fois apportés par Chan. Sinon, donc, votre livre récent, Qu'appelle-t-on penser l'immense régression, de 2018, où vous proposez de prendre en compte dans votre réflexion, dans notre réflexion, l'Anthropocène, cette époque de l'histoire de la Terre où les activités de l'homme ont un impact sur l'écosystème. Pensez l'Anthropocène, donc, dites-vous, par la néganthropologie, c'est-à-dire, comme vous nous l'expliquerez, ce qui permettrait de s'opposer à la désorganisation économique, politique, sociale, écologique et bien sûr subjective en cours. Vous avez été d'ailleurs lors de la première rencontre jusqu'à parler d'un stade final de l'Anthropocène. Ainsi avez-vous, dès votre premier entretien avec Charles Melman, interrogé ce que vous désignez sous le concept de grammatisation, c'est-à-dire la façon dont les techniques de l'audiovisuel et du numérique interviennent dans le symbolique afin de le contrôler. Ainsi analysez-vous, entre autres, dans votre livre « La misère symbolique », que la synchronisation des individus se transforme en une société d'insectes, ce que le roi Gourand avait anticipé. Ne nous étonnons donc pas que la psychanalyse, contrairement au comportementalisme, fasse tache dans le tableau. Le nihilisme atteindrait, selon vous, son point culminant de par la domination du calcul. Les technologies computationnelles sont désormais mises au service du contrôle de l'inconscient même des sujets, organisés en foule autour d'une même jouissance, celle des objets de consommation. Vous rejoignez là les propos de Charles Melman, qui disait lors de votre première rencontre, à la suite évidemment de ses livres L'homme sans gravité et la nouvelle économie psychique, les technologies réticulaires court-circuitent les discours qui construisaient entre les sujets une éthique commune fondée sur une autorité, une référence tierce. Donc Bernard Stiegler, quand même, pour vous présenter à nouveau, mais un peu différemment de la première fois, vous êtes philosophe, mais aussi acteur au sein d'institutions publiques comme l'Institut de recherche et d'innovation IRI, que vous avez créé au sein du Centre Georges Pompidou. Vous avez dirigé l'Institut national de l'audiovisuel. C'est dire que vous connaissez le réseau numérique depuis son avènement et avez souhaité, je crois d'après de vos articles, impulser une véritable politique européenne concernant les technologies qui allaient remplacer l'industrie culturelle de masse par voie hertzienne. Vous continuez par votre action dans la cité. Alors, il y a de nombreuses actions, vous en reparlerez, ars industrialis, mais pas seulement,
de vous opposer donc à la misère symbolique que crée aujourd'hui le web via le smartphone, Facebook, les réseaux sociaux, cette fourmilière numérique, dites-vous, pilotée par les algorithmes. Aujourd'hui, fake news, théorie du complot, théorie de la désinformation sont aussi menées par les politiques avancées, dites-vous, d'intervention publique, et nous le savons, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, des États donc, par le biais de leur industrie militaire, mais aussi civile. Les choses sont donc sérieuses. Nous le voyons avec l'élection de Trump. La politique des États occidentaux ne dépend plus seulement de leur organisation démocratique, quelle est la part de l'organisation réticulaire dans la formation, selon Saskia Sassen, je ne sais pas si vous appréciez cet auteur, mais des villes globales, gouvernant l'ensemble de la circulation des marchandises et des capitaux, plus encore de l'état du nouvel âge global, dit-elle, s'appuyant sur les États nationaux, mais rendant caduque le compromis social traditionnel de ces 10 États dont les syndicats et les partis étaient constitutifs. Voilà à quoi nous avons affaire, évidemment, dans la situation politique d'aujourd'hui, avec les mouvements comme Nuit debout ou les Gilets jaunes. Donc il me semble que vous nommez disruption cette non-époque, dites-vous, où l'évolution technique va plus vite que l'évolution des systèmes sociaux. Dès lors, c'est l'implosion barbare que nous voyons se développer, faute de repères mémoriels et symboliques, la production, dites-vous, de foules calculées, d'un corps social désocialisé, d'une fourmilière fasciste, avez-vous dit lors de la première rencontre. Voici où nous avons à apprendre, me semble-t-il, de vous, Bernard Stiegler, pour autant que le sujet que rencontre le psychanalyste dans les cures est soumis, via les nouvelles technologies, à la toxicité pharmacologique du calcul et de ses effets de désorganisation sociale et de repères symboliques, à la dénéotisation, la destruction des savoirs par l'information, à des formations de masse organisées par le web via les réseaux sociaux. Dès lors, c'est la possibilité pour le sujet de désirer, c'est ce que vous dites d'ailleurs, qui est remise en cause de façon collective et massive par les rétentions artificielles que sont les ordinateurs. Bernard Stiegler, en effet, pour penser P-E-N-S-E-R et penser P-A-N-S-E-R, ce qui advient, vous prenez en compte les avancées de Freud que vous considérez comme des plus importantes du XXe siècle, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des philosophes actuellement. Donc, ainsi reprenez-vous les notions d'économie libidinale, de pulsion de vie et de mort dans leur intrication et d'entropie, enfin, entre autres. Le capitalisme, analysez-vous à maintes reprises, donc est sublimation et utilise l'énergie libidinale, vous le démontrez bien sûr, et c'est là sa force, exploite la libido en détournant le désir vers des objets fabriqués en masse. Vous rejoignez là les dires de Melman dans ces deux livres, que vous avez lus d'ailleurs, je ne sais pas si c'est parallèle, sans doute parallèle. Donc, ceci par le biais de la captation des écrans et de leur contrôle. Donc, organisation culturelle, parentale, sont désormais déconstruites par les identifications produites par le marketing. Quel individu donc elle a produit? Quel homme sans repère, intergénérationnel? Quel homme atopique, sans gravité selon la formule de Charles Melman? Quelle autorité s'impose au lieu et place de ce qui faisait la transmission du désir? Faisant dire à Charles Melman, lors de la rencontre précédente, que les jeunes n'avaient plus d'inconscient, c'est-à-dire ne s'embarrassaient plus du fantasme organisé autour d'un manque. Voici donc quelques points
que sans doute vous discuterez, Bernard Stiegler, avec Charles Melman, dans le partage donc d'une même interrogation sur ce qui advient à présent et dans le souci d'en prendre soin. Donc, je poserai mes 3 questions au tout début de votre entretien, qui pourront, enfin ces 3 questions pourront ou ne le feront pas orienter votre dialogue, afin de ne pas interrompre le fil de votre dialogue et son orientation et son improvisation. Donc, première question. Vous questionnez donc, Bernard Stiegler, la question du désir, en rapport avec la jouissance, me semble-t-il, lorsque vous parlez de la pulsion, d'un capitalisme pulsionnel. Il semble que vous désignez là ce que Lacan entend par jouissance, plus de jouir. En tout cas, vous semblez rejoindre les propos de Charles Melman dans L'homme sans gravité et la nouvelle économie psychique. Le capitalisme gérerait notre énergie libidinale en promettant l'artefact qui comblerait notre manque à être. Manque à être, sur quoi s'appuie et se relance le désir. Comment produit-il, via les nouvelles technologies, un homme atopique, désarrimé du symbolique, projeté sur des identifications d'autant plus radicalisées qu'elles ont perdu toute référence au savoir et à la mémoire collective? Première question. Deuxième question. En effet, les foules, au sens de Le Bon, des foules sont créées par le web, les réseaux sociaux aujourd'hui. Freud, relisant Le Bon dans Mason Psychologie, distinguait de ces foules les masses hautement organisées que sont les masses artificielles, durables comme l'Église et l'armée, vous le repreniez lors de la première rencontre. Mais la puissance qui assure leur cohésion est la même, dit-il, dit Freud. C'est l'énergie amoureuse, la libido, le lien libidinal entre chaque individu et le lien libidinal au chef. Comment, Bernard Stiegler, Charles Melman, décririez-vous ces foules créées par le web et les réseaux sociaux autour de quelle libido s'organise-t-elle? Troisième question, donc, pour donner un peu d'espoir. Cette nouvelle banalité du mal, comme vous l'appelez, qu'est la déhonnétisation généralisée, la misère symbolique, en cela qu'elle dénie la référence tierce au grand autre, projette chacun de nous dans l'imaginaire, donc du ressentiment, et la désignation du bouc émissaire. Voici la conséquence, analysez-vous, Bernard Stiegler, de la souffrance provoquée par le calcul. Donc, que faire aujourd'hui pour penser, comme le dit votre titre, avec un A, Bernard Stiegler, la calculabilité sans en faire un nouveau bouc émissaire, sans la désigner comme la cause, évidemment, des maux contemporains. Et pour vous, Charles Melman, quel impossible faudrait-il introduire dans le développement des technologies nouvelles, c'est-à-dire comment prendre soin de ce qui advient? Pour vous, Bernard Stiegler, trouver des bifurcations, contrer l'entropie. Pour vous, Charles Melman, au cas pour cas, donc, produire dans la cure de l'écart, de la différence. Le désir de l'analyste, donc, a-t-il encore le pouvoir de contrer l'oubris contemporain, de s'opposer à ce nouveau destin chiffré? Voilà le programme. Merci. Qui commence? Je vous en prie. Merci beaucoup. Eh bien, vous demandez comment le capitalisme pulsionnel produit-il via les nouvelles technologies cet homme atopique, désarrimé du symbolique. Et effectivement, il faut se le demander, il faut essayer de le décrire. J'essaye moi-même de le faire en me référant aux travaux de la psychanalyse, de Freud, de Lacan, de Charles Melman. Vous entendez? Vous m'entendez? Non, je ne parle pas assez bien, assez fort. Et
Je crois qu'il faut évidemment se poser cette question, mais je pense qu'il faut aussi demander pourquoi. Il faut revenir à la question du capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Vaste question. C'est d'abord l'imposition du calcul comme règle de toute relation sociale. Et élimination tendancielle, non pas voulue délibérément, etc., mais tendancielle. Max Weber a expliqué pourquoi dans ses propres grilles d'analyse, de l'incalculabilité, c'est-à-dire du singulier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on extrait de la plus-value. Ça, c'est fondamental. Je ne vais pas développer ce point-là parce que c'est un point qui mériterait un long temps et ce n'est pas au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui, mais en même temps, peut-être que nous y reviendrons parce que je pense que c'est très important d'y revenir. Après, comment? Par le calcul et par une technologie du calcul qui relève de ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, les mathématiques appliquées, l'algorithmique, etc., et qui aujourd'hui est arrivé à un point de sophistication absolument extraordinaire via les technologies qui recueillent en permanence, pas en permanence et pour tout le monde, mais de plus en plus en permanence et pour de plus en plus de gens, je crois que je l'avais déjà dit ici, 3 milliards de terriens sont tracés en permanence, et les traces qu'ils engendrent, qui sont des traces de leur propre existence, leur reviennent via les algorithmes, pas par leur inconscient, pas par leur appareil psychique, mais par des réseaux qui les mettent en réseau précisément avec ces foules, ces nouvelles foules réticulaires. Et en court-circuitant tout un travail qui est le travail des rétentions et des protensions. J'emploie la terminologie de Edmund Husserl, dont je pense qu'il faut, que c'est très important de l'utiliser pour lire Freud, et en particulier pour lire au-delà du principe de plaisir. Je pense que c'est extrêmement important parce que, ça j'ai essayé de le montrer dans De la misère symbolique, je crois que Freud, il lui manque un concept que l'on trouve chez Saint-Augustin et chez Husserl, qui est la rétention primaire, et que Freud ne distingue pas rétention primaire et rétention secondaire, ce qui l'amène à un certain nombre d'apories sur lesquelles Derrida a beaucoup spéculé, et à mon avis, de manière très utile et positive, mais en même temps problématique, parce que lui-même a oublié la différence entre rétention primaire et rétention secondaire, puisqu'il a essayé de montrer, à propos de Husserl, que finalement, rétention primaire et rétention secondaire, c'est la même chose, c'est ce qu'il appelle lui la trace, et je crois qu'il a tort. Je pense que c'est pas la même chose, que c'est indissociable, ça c'est ce qu'il oppose à Husserl, mais ça n'est pas séparable, et qu'il ne faut pas les confondre, ces deux rétentions. En tout cas, si j'en parle là, c'est pour rappeler, je crois que j'en avais aussi déjà parlé auparavant, que ce que vous appelez l'artefact, c'est ce que j'appelle moi une rétention tertiaire. Au sens où elle intervient comme fétiche, comme objet transitionnel, et comme toutes sortes de possibilités qu'ont les choses artificielles de nous envahir, de nous faire fantasmer, etc. Et le capitalisme exploite cela. J'ai des Lucky Strike dans ma poche, les cigarettes Lucky Strike, qui ont été sauvées de la faillite par le neveu de Freud, Edward Bernays, qui a détourné et perverti, si je puis dire, la théorie de son oncle au service du marketing américain. Et c'est très important, parce qu'il a compris que la cigarette, c'est pas seulement... C'est discuté, il y a des gens qui disent mais c'est tout à fait faux, tout ça. Bon, il a fait de la cigarette un élément phallique. Bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Bon, moi je ne suis pas psychanalyste, donc je n'ai pas de point de vue là-dessus. Mais en revanche, ce que je crois c'est qu'il a bien compris que l'artefact joue un rôle extrêmement important. Et que le marketing américain est basé sur cette théorie qu'il a élaborée en 1917, puis qu'il a développée. Enfin, il ne l'a pas élaborée comme théorie, mais il l'a pratiquée, il l'a généralisée, et c'est lui qui est à l'origine des concepts de ce que j'appelle moi la déséconomie libidinale du capitalisme américain. Je dis bien américain parce que le consumer capitalism, c'est pas un concept européen, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui ensuite s'est mondialisé évidemment. Alors je crois qu'ici la question fondamentale, c'est l'artefact. Pourquoi l'artefact peut-il pulsionaliser, c'est-à-dire, pour moi, délibidinaliser. J'insiste beaucoup. Je ne me souviens plus très bien de ce que j'avais dit ici, mais peut-être que je m'excuse si je répète des choses, je vous en demande pardon, mais je tiens à redire que
pour moi, il est fondamental de distinguer l'économie pulsionnelle, la pulsion de la libido. La libido n'est pas la pulsion. La libido, c'est la liaison des pulsions. C'est donc l'économie des pulsions et l'agencement des pulsions de vie et des pulsions de mort, si on reprend cette terminologie, dont évidemment, il est très important de rappeler que Freud dit pulsion de mort, c'est-à-dire entropie. Et je pense que ce concept d'entropie, dans la théorie freudienne, doit être revisité, surtout après ce qu'on a appris sur l'entropie et ce qu'on a appelé la négantropie, que Freud ne connaît pas, puisque ça a été conceptualisé 5 ans après sa mort, en 1944. Il est mort en 1939, c'est bien ça, Freud. Et je pense qu'il faut revisiter toute cette théorie freudienne avec ces concepts d'entropie et de négantropie. Pourquoi ? Parce que par ailleurs, la pulsionalisation computationnelle à travers le calcul, la déliaison libidinale à travers le calcul, eh bien, elle procède, selon moi, de la pulsion de mort. Je pense que le calcul est une dimension fondamentale de la pulsion de mort. La pulsion de mort étant une nécessité du vivant, comme Freud le dit très, très, très bien, mais une nécessité qui devient une destruction si elle n'est pas agencée et économisée par la pulsion de vie, et cet agencement s'appelant la libido. Aujourd'hui, les artefacts sont massivement pensés, mis en œuvre par des théoriciens qui sont généralement anti-freudiens, anti-lacaniens, qui sont des cognitivistes, des comportementalistes, et qui malheureusement sont efficients. Pour moi, ils ont tort, ils sont hors de la raison. Mais la raison, c'est une idéalité. Le réel n'est pas rationnel. Le réel est fondamentalement déraisonnable. Et la question du soin, c'est la question d'une raison. Pour moi, raison et désir, ça veut dire la même chose. Ça, c'est un propos qui peut prêter à une grande discussion. Mais je pense que la raison, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ça n'est pas la rationalité, la rationalisation, c'est le motif. C'est le motif de vivre. Et le motif de vivre noétiquement, c'est-à-dire en être qui prend soin de lui-même, des autres, de son désir, etc., etc., et qui sait que son désir, ça n'est pas simplement sa pulsion. Et ça doit être cultivé par des sociétés qui sont des économies psychiques, et les économies psychiques sont indissociables des économies sociales. Je l'ai déjà dit, je crois aussi ici, je suis souvent en Chine, d'ailleurs la première fois que je suis venu ici, je revenais de Chine, et l'économie psychique chinoise n'est évidemment pas l'économie psychique occidentale. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir, ça a tout à voir, mais l'économie psychique chinoise est constituée par une histoire sociale de la Chine, aussi une écriture d'ailleurs chinoise, et un rapport aux objets chinois qui n'est pas le rapport des Occidentaux. Même si en ce moment la Chine devient, évidemment, via le capitalisme et le marché, finalement, le globe, voilà, la partie asiatique du globe. Ayant dit cela, et je vais m'arrêter là-dessus sur votre première question, vous parlez de l'identification radicalisée ayant perdu toute référence au savoir et à la mémoire collective. Ceci procède de la prolétarisation, pour moi. C'est-à-dire que le processus de pulsionnalisation, d'exploitation par le capitalisme pulsionnel, de rétention qui nous sont en fait, dont nous sommes spoliés, auraient dit Marx et Engels dans leur manifeste. C'est-à-dire qu'elles ne nous appartiennent plus, elles appartiennent à Facebook, vous le savez, y compris juridiquement. Nos rétentions ne nous appartiennent plus, juridiquement. Ce qui est absolument incroyable, quand même, quand on y pense. Ça veut dire que le contrôle de la propriété atteint des niveaux non seulement micro, mais même nano-psychiques. C'est-à-dire le moindre petit comportement est un système de captation, relève d'un système de captation qui va le calculer et court-circuiter tout ce que nous pourrions en faire comme élaboration psychique. Fantasmatique, évidemment, désirante, etc., etc. Je pense que, vous savez que c'était un des grands projets complètement échoués, à mon point de vue, de ce qu'on a appelé la pensée 68, etc. J'aime pas ce genre de terminologie, et je récuse même ça. Mais disons l'époque qui a précédé, donc, dans les années 50, et 60, le mouvement de 68, qui a été un tournant fondamental de l'économie psychique, à mon avis, très bien exploité par le capitalisme, extraordinairement bien exploité par le capitalisme. Ce processus-là, il procède donc d'une prolétarisation qui a été très mal décrite, à mon point de vue, par Herbert Marcuse, mais il a eu le mérite, par contre, d'essayer de le faire. Voilà. Même si je pense qu'il a échoué,
Il a décrit la désymbolisation, la désublimation, ce qu'il a appelé le surmoi automatique. Voilà. Le surmoi automatique, aujourd'hui, c'est ça qui règne. Voilà. Là-dessus, Marcuse, en 1953, a été lucide. Même si, je l'ai déjà dit, je m'excuse donc de me répéter, mais il est lucide, mais en même temps, je pense qu'il ne comprend pas ce que dit Freud. Voilà. Parce qu'il ne comprend pas que le principe de réalité, ça n'est pas le principe de rendement. Ce n'est pas simplement l'extraction de la valeur, c'est la condition du désir, ce n'est pas du tout l'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre principe de plaisir et principe de réalité. Il y a une composition permanente, et ça, les freudo-marxistes, comme on les a appelés, ne l'ont pas compris. Ils ont rapporté le principe de réalité au capitalisme et le désir au principe de plaisir, ce qui est une erreur complète. Ce n'est pas du tout ça. Là, Derrida a dit des choses importantes quand il a parlé de la stricture du principe de plaisir et du principe de réalité, c'est-à-dire de leur inséparabilité. Aujourd'hui, la séparation entre les deux est faite. Elle est faite technologiquement par ces artefacts, et si nous voulons les combattre, il faut les penser, ces artefacts. Et là, je pense que la psychanalyse aujourd'hui ne les a pas encore pensés. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour accuser la psychanalyse. La philosophie n'a pas pensé plein de choses. Tout le monde reste. Les mathématiques sont ouvertes. Tout reste à penser dans tout ce qui est un savoir. Et donc, la psychanalyse a encore à penser cela. Lorsque les psychanalystes sont confrontés, par exemple, à la destruction, à la désubjectivation, à la désindividuation par les réseaux sociaux dans leur cabinet, eh bien, ils sont confrontés à cette question de l'artefact à son époque computationnelle. Et si on veut pouvoir répondre à ça de manière thérapeutique, clinique, eh bien, il faut reprendre ces concepts et continuer le travail théorique qui a été mené par la psychanalyse, et en particulier Freud et Lacan. Maintenant, et d'autres aussi, comme Winnicott, à qui j'accorde une très grande importance. Parce que je pense que Winnicott est le premier qui a essayé de commencer à traiter cette question. Après, je pense que si l'on veut politiser la psychanalyse, et je sais que c'est un souci de Charles Melman, la politiser évidemment pas au sens d'en faire l'allié de je ne sais quelle tendance politique, c'est pas du tout ça dont je parle, vous le savez bien, mais par contre de repolitiser, c'est-à-dire resocialiser la psychanalyse, et de psychicaliser, si je puis dire, la vie collective, la vie sociale, c'est-à-dire redonner de l'avenir à la vie noétique. Eh bien, il faut articuler cette question de l'artefact avec la psychanalyse et avec la question de la prolétarisation. Pour moi, le consommateur aujourd'hui est un prolétaire qui est prolétarisé, c'est-à-dire qui a perdu son savoir de l'économie psychique parce qu'il n'a plus les moyens d'économiser. Je m'arrêterai sur une référence que peut-être j'en ai déjà parlé. Je suis vraiment désolé parce que je ne me souviens plus, j'ai pas eu le temps de reprendre mes notes. Mais j'ai été très intéressé par une enquête qui a été faite par l'université du Maryland dans les années 2000, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, qui est quand même un travail assez étonnant puisqu'ils ont suivi 40 000 familles pendant 30 ans, 40 000 familles de téléspectateurs. Et ils ont suivi pendant 30 ans 40 000 foyers pour voir ce que la télévision produisait dans ces foyers. Et ils ont, dans leur rapport, cette enquête est tout à fait accessible sur Internet, ils ont montré que la plupart de ces téléspectateurs américains se plaignaient de vivre la destruction de la vie familiale. C'est un langage très simple que j'emploie là, par la télévision, à savoir que les rapports sociaux entre les parents, les enfants d'abord, entre les fratries, etc., eh bien, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus parce que les dispositifs de télévision s'étaient totalement substitués à la symbolisation familiale et avaient produit une désymbolisation familiale par une symbolisation industrielle qu'Adorno avait vu venir. Parce que là, Adorno a vu des choses aussi, avant Herbert Marcuse, et d'ailleurs c'est depuis Adorno que Marcuse a travaillé sur ces questions. Alors, là j'introduis quelque chose qui est un point de vue sur ce que j'appelle les moyens de production de la libido. Je mets entre guillemets, ce ne sont pas des moyens évidemment, mais j'emploie l'expression entre guillemets pour faire rapport avec la théorie marxiste de la production capitaliste. La libido, c'est une transformation. C'est une transformation de la pulsion qui produit de l'énergie sociale, c'est-à-dire de l'énergie qui investit dans les rapports sociaux. Et cet investissement, c'est un processus d'attachement, on dirait avec Bowlby, ou de filia, on dirait avec Aristote, de libido, on dirait avec Freud. Et cette production de libido, elle est rendue possible par des dispositifs de production. Ces dispositifs de production, la famille par exemple en est un, l'Église en est un, toutes les structures sociales, la justice, la police, l'école, tout ça ce sont des moyens de production de la libido,
qui ont leurs limites, évidemment, à chaque fois, leurs antagonismes, leurs paradoxes, leurs apories, et qui sont précisément, comme toute économie, ce qui gère des contradictions. Une économie, c'est toujours ce qui gère des contradictions. Toutes ces structures ont été, alors pas toutes, d'abord les structures familiales de l'économie psychique ont été liquidées par les industries culturelles. Et elles l'ont été de telle sorte que ces 40 000 familles dont je vous parle, l'enquête qui a été faite par le Maryland, exprime ça. Elles disent, mais nous souffrons. Nous souffrons parce que nous n'avons plus de vie familiale, nous n'avons plus de rapport avec nos enfants, etc., etc. Et nous savons qu'ils en souffrent et nous en souffrons. Mais nous ne pouvons plus nous en sortir parce que nous sommes devenus complètement dépendants de cela. J'avais travaillé, moi, avec Marc Valeur, qui était le directeur de l'hôpital Marmottan, qui avait succédé à Olivenstein. Et je lui avais soumis ces sujets, et il m'avait dit, oui, c'est un discours de toxicomane. Puisque ces téléspectateurs disaient, la télévision a détruit notre vie, en fait. Ils avaient pris conscience de cela, ils énonçaient des discours de dépression, mais ils disaient aussi, mais il ne faut pas nous enlever la télévision. Parce que si vous enlevez la télévision, c'est l'explosion, c'est le conflit familial absolument ingérable. Et je pense qu'aujourd'hui, cette réalité qui a été identifiée par ces téléspectateurs américains, eh bien, elle est infiniment plus développée avec les réseaux sociaux. Parce que la télévision, d'abord, la télévision, maintenant, on peut la regarder partout. J'ai vu une autre fois, j'ai pris un taxi en Chine. Il conduisait, mais il regardait la télé en même temps. Et je lui ai dit à un moment donné, mais j'ai pas pu lui dire, parce qu'il ne parlait pas anglais, donc moi je ne parle pas chinois. Mais j'ai essayé de lui dire, mais il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder la télé. Donc, les gens regardent la télé. Vous voyez des gens qui se promènent là sur le trottoir, ils regardent des feuilletons de je sais pas quoi. Bon. Et ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour tout le monde. Voilà. Quand c'est pas avec une patinette électrique en plus. Voilà. Et donc, ce court-circuit par les artefacts de l'économie psychique a pris des dimensions absolument incroyables et est systématique, est exploité de manière systématique avec des cabinets qui sont spécialisés là-dedans et qui, eux, évidemment, toutes sortes d'arguments pour expliquer qu'ils font ça pour le bonheur de l'humanité. Ça, c'est l'artefact au service de la prolétarisation. Et c'est ce dont parlaient Marx et Engels en disant les machines sont là pour prolétariser. Mais l'artefact, c'est aussi la déprolétarisation, c'est le pharmacone. Et donc je pense que la psychanalyse, aujourd'hui, est confrontée à la nécessité de repenser l'artefact comme dispositif de prolétarisation, de court-circuit, de destruction de l'économie psychique, mais aussi de réélaboration de l'économie psychique, réélaboration de l'investissement. Et donc la question, je dis ça pour le soin, j'en ai beaucoup parlé avec un psychanalyste belge dont je n'arrive plus à retrouver le nom. Ça n'est pas notre ami Lebrun. Ce sont des gens. D'ailleurs, il y avait deux autres Belges qui étaient là l'autre fois, Anjos et son compagnon. Marshall. Et Marshall, c'est ça. Il m'avait mis en relation avec un autre psychanalyste qui est aussi lacanien et assez biadiusien, voilà, voilà, qui essayait d'utiliser les réseaux sociaux dans ces dispositifs de soins hospitaliers. Mais je lui avais dit, mais pour les utiliser, il faut d'abord les théoriser. Ils ne sont pas théorisés. Donc je crois que là, il y a un travail à faire, qui est un vrai travail théorique et en même temps thérapeutique, clinique, etc. Et que tout ça est à faire. Voilà. Tout ça est à faire. Il y a des réponses à apporter à ces situations, mais ça suppose un travail théorique complexe et qui passe aussi précisément par la théorie de l'entropie, parce que tout ça nous amène très très vite à des élaborations en théorie mathématique, en théorie physique et en théorie psychique, au sens avec la psychiatrie, la neurologie, etc. Merci beaucoup pour cette brillante reprise. Le point sur lequel je pourrais démarrer, c'est pour dire qu'il s'agit moins de politiser la psychanalyse que, pour un certain nombre de psychanalystes, vivre l'étonnement et d'une certaine façon la douleur de constater que le savoir propre aux psychanalystes et qui rend parfaitement compte
des mutations sociales et individuelles actuelles, débouchant donc sur d'autres solutions éventuelles que celles classiquement proposées, que ce savoir reste ignoré, négligé, enterré, refoulé, alors que je regardais en venant ce soir, les baies d'un restaurant étaient ouvertes, une famille dînait agréablement, sûrement, et l'enfant de cette famille, 5 ans, était évidemment lui, avec devant son assiette un écran sur lequel il suivait un film pendant que... Et cela me rappelait un autre épisode du même genre vécu dans un lieu de vacances, et où là il s'agissait d'un bébé de moins d'1 an et demi qui passait son repas avec ses parents là, lui-même derrière son écran, 1 an et demi, et donc dans une autonomie parfaite vis-à-vis d'eux, eux vis-à-vis de lui. Et quand il se levait pour traverser la salle, il avait la démarche mécanique des héros de bande dessinée qu'il venait de voir. Donc pour la question de l'identification, je dirais que pour lui, elle était résolue. Je voyais également, avant de venir, un cahier des programmes de la télévision, et avec le fait, comme vous l'avez tous vu, que le représentant français à cette opération qui s'appelle l'Eurovision est un garçon de 19 ans, prénommé Bilal, dont la présentation est celle d'un travesti, qui fait état, comme l'avait déjà fait une candidate précédente, mais autrichienne, et qui portait un nom prédestiné, puisqu'elle s'appelait Conchita Wurst, et qui avait remporté l'Eurovision, et que donc le représentant français à Tel Aviv, sur le soir de Pâques, où va se tenir l'Eurovision, et donc un travesti de 19 ans, qui chante bien, très investi de lui-même, dont le titre de la chanson qu'il va pousser là-bas s'appelle « Roi ». Roi, venant souligner que chacun aujourd'hui est devenu son propre roi, c'est-à-dire autonome, ne dépendant que de lui-même, et à aucun moment ne se trouve posée la question de savoir si cette charmante créature est effectivement représentative, parce que sur les photos, il a un petit drapeau tricolore à la main, est parfaitement représentative. Pose une question. C'est-à-dire, où en sommes-nous dans le problème des identifications et de celles qui sont proposées, évidemment, aux spectateurs, outre le fait que la voix qualifiée de belle a évidemment évolué et se présente aujourd'hui avec cette ambiguïté qui fait qu'on ne sait plus si elle est masculine ou féminine. Il me semble que ce qui, pour un certain nombre d'entre nous, peut se présenter comme dramatique, est que depuis Marx et son interprétation de la Révolution française, la vérité, le savoir et l'avenir
était soutenu, articulé, représenté par le peuple. Il y avait donc un espoir politique, la réalisation d'une société égalitaire, pacifique, heureuse, à partir du savoir et de l'action populaire. Ce n'est pas très exactement déjà en 1925 l'avis de Freud. Ça ne l'est plus du tout si l'on tient compte de la théorisation de Lacan, et en particulier cette division simple, mais qui semble bien efficace, qu'opère le discours entre maître et serviteur. C'est-à-dire la relation du pouvoir, du maître, avec ceux qui occupent l'espace autre. Cet espace autre dont la catégorie, je dois dire, peut-être possible que je me trompe, dont l'importance, cette catégorie, ne semble pas avoir pénétré la réflexion de nos meilleurs milieux. Pourquoi ? Parce que ceux qui se trouvent de ce côté autre, du côté des serviteurs, ne sont pas représentés ni constitués comme des individus. On peut les compter, ce qui est déjà une façon d'individualiser une masse, mais je dirais eux-mêmes n'apparaissent pas dans le fonctionnement social comme valoir en tant qu'individus. D'autre part, ils appartiennent à un espace où, je dirais, la catégorie fondamentale pour toute vie sociale de ce qu'est le manque est exclusivement imaginaire et réel, mais en aucun cas symbolisé. Autrement dit, ils sont dans une économie du « y a ou y a pas ». C'est également le lieu d'un système de pensée qui ignore la contradiction et dont les expressions sont avant tout immédiates et évidemment, mais comme on le dit, comme on le reconnaît, affectives et sentimentales. Cette masse, en tant que justement elle est constituée d'un agrégat non individuel, qui n'est pas constitué d'individus. Cette masse dans l'histoire semble systématiquement se révéler, prendre une toute autre disposition, c'est-à-dire se constituer comme une troupe, dès lors que le maître s'avère défaillant et que cette masse se sent abandonnée. Elle ne se révolte pas contre le tyran, il n'y a pas moyen, mais en tout cas elle se manifeste à partir du moment où le maître témoigne de sa faiblesse, voire de son désintérêt, qui s'en fout. Comme on dit, ils ne sont pas entendus. L'exigence de ce qui à ce moment-là se fait entendre depuis un lieu qui, d'un point de vue structural, est privé de voix
VOX. Ils n'ont pas de voix à leur disposition. Et dans ces moments de crise constitués par la faiblesse du maître, eh bien, il se trouve prendre une voie qui est celle de l'impératif absolu. Autrement dit, et c'est bien ce que Freud, à la suite de Gustave Le Bon, avait distingué, l'aspiration populaire, et à la limite, j'ai quasiment la trouille de le dire, elle est pour le fascisme. Ça s'est passé comme ça, dans les faits. On ne peut quand même pas oublier que l'établissement en France de la démocratie, de la République, elle est faite justement d'un hasard de calcul. Une voix de plus. À la Chambre des députés, point barre. Une voix. Si ce que je suis en train de raconter est exact, on se doute bien que... Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien vrai? Ensuite, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a donc, à mon sens, l'un des effets de la crise actuelle est que justement, dans la mesure où le pouvoir du maître a glissé de l'autorité économique merveilleusement efficace à son expression politique devenue secondaire, je dirais que les masses se sentent abandonnées. On ne les entend pas. Et on ne les entend pas dans leur exigence de politique. Qu'il y ait de la politique. C'est-à-dire que la vie de la cité les englobe, les concerne, leur reconstitue leur place d'autres. Ce que je me permets d'avancer, là, je dirais, m'ennuie terriblement moi-même. Je veux dire, ça m'emmerde de devoir analyser la situation en ces termes. Je trouve que je me suis intéressé au fascisme italien, qui est... Tout le monde sait que c'est le laboratoire. Et à cet égard, il est remarquable. Le dénommé Benito, qui dirigeait le quotidien du Parti socialiste italien, a parfaitement vu que le tirage de son canard montait comme ça, à partir du moment où il faisait appel non plus aux prolétaires, mais à l'éternel italien. Bon, là, ça grimpait comme ça. Et ça a été un homme pratique, il en a tiré les leçons. Et lorsqu'aujourd'hui, tant d'années après, vous interrogez le chauffeur de taxi à Rome, là-dessus, il ne manquera pas de vous dire que Benito était un grand homme. Il a commis une erreur. Il n'aurait pas dû, en 1938, s'allier avec Hitler. Là, il s'est gouré. On a tout fait pour l'y pousser. Hein. Je ne vais pas reprendre là l'histoire et le rôle des Anglais menant le jeu dans l'affaire. Mais
c'est lui qui a fait l'Italie moderne. Ouais. Et donc le chauffeur de taxi, il est parfaitement resté. On s'étonne après des résultats actuels des élections. Les deux partis dits de gouvernement, ça a été des accidents d'après-guerre. Où ce coup-là, on en avait un peu soupé du nationalisme, hein, on avait suffisamment payé. Là. Bon. Donc, pour m'arrêter sur cette question de l'identification, aujourd'hui, si ce que j'avance est vrai, cela pose vraiment la question, premièrement, du propos qui est tenable, et deuxièmement, y a-t-il quelqu'un sur qui l'on puisse s'appuyer et compter? Qui? Et puis enfin, si c'est effectivement ce qui menace, aujourd'hui, demain, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, etc. Et s'il y a lieu de faire, c'est quoi? Donc, je me permets de redire ceci, les formulations de Freud et de Lacan sont des éclairages remarquables de notre destin social, de l'organisation sociale. Et la question pour moi, mais je vois que grâce à certains comme vous-même, le travail de la psychanalyse est pris en compte dans l'analyse des faits, mais semble-t-il, les conclusions, alors, et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Moi je me pose souvent la question, là, les fameuses histoires contemporaines qui vont se répéter demain. Si j'avais un propos, une harangue, qui ne soit pas d'une harengère, qu'est-ce qui peut être dit? Alors, je crois, moi, qu'il faut haranguer les psychanalystes. Pardon? Je crois qu'il faut haranguer les psychanalystes. Oui, peut-être. Merci. Esther a posé la question de Gustave Le Bon, Freud et les foules artificielles ou masses artificielles, et d'une part, et d'autre part, les masses artificielles durables que Freud appelle conventionnelles, comme l'armée et l'Église. Moi-même, j'ai fait un rapport, je ne sais plus très bien où d'ailleurs, entre ces analyses de Gustave Le Bon, puis les interprétations par Freud, et les réseaux sociaux. Et pas seulement les réseaux sociaux, mais disons principalement les réseaux sociaux. Et je pense, et je continue à penser que c'est pertinent de le faire. Je viens là, d'une part pour essayer de répondre à la question d'Esther, mais aussi pour revenir vers votre thématisation de la masse, des masses. Maçonne psychologie, donc théorie des masses, psychologie des masses. Je pense que c'est extrêmement pertinent et efficace de revenir à ce que dit Freud dans ce texte pour penser ce qui se passe aujourd'hui, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas dire non plus que, par exemple, dans ces réseaux numériques, réseaux sociaux ou autres, on ait un lien libidinal au chef. Non, il n'y a pas de chef. Précisément, il n'y a pas de chef. Et il n'y a pas de lien libidinal, il n'y a même pas d'identification. Là où, dans l'économie
des technologies, des industries culturelles comme la télévision et le cinéma, il y a de l'identification, il y a des héros. Et d'ailleurs, il faut en faire une histoire précise. J'ai essayé de montrer que Hollywood, Mussolini, est quand même, son premier acte, c'est de créer Cinecittà. Ouais. Donc de dire, on va fabriquer une usine à rêver italienne et pas américaine. Donné à l'un de ses fils, d'ailleurs. Et qui va travailler avec Rossellini et des gens comme ça. Absolument, C'est-à-dire qui absolument. produit le Ouais, cinéma ouais. italien. Il faut quand même le dire. S'il n'y avait pas eu Mussolini, il n'y aurait pas eu Fellini, il n'y aurait pas eu Rossellini, etc. Bon. Et le premier qui l'a dit d'ailleurs très clairement, c'est Fellini, qui a fait un film là-dessus qui s'appelle L'Intervista, où il rappelle qu'il était jeune fasciste, qu'il saluait, faisait le salut fasciste, etc., et qu'il a été trompé par le cinéma de Mussolini. Et que du coup, il faut faire du cinéma pour combattre le cinéma. Bon, Godard dira des choses semblables sur un registre un peu différent. Mais moi-même, je me suis beaucoup intéressé aux industries culturelles, et en particulier au cinéma américain. J'ai essayé de montrer que le cinéma américain, depuis Naissance d'une nation, donc 1915, jusqu'à peu près en 1960 et quelques, aux dents de la mer, pardon, c'est un cinéma d'identification à un héros toujours positif. Dans le western, dans le film noir, et ça fonctionne admirablement, et ça produit des artistes fantastiques comme John Ford et des gens comme ça. Et puis, donc ça c'est une économie libidinale capitaliste qui reste identificatoire et qui cherche à produire des rétentions, j'appelle ça moi des rétentions secondaires collectives positives. Le problème à ce moment-là des Américains, c'est de faire l'unité des 50 États, et en particulier de ceux du Sud et ceux du Nord, et de faire que, voilà, on dépasse la guerre de sécession. Et le très grand film qui traite ce sujet, si je puis dire, c'est Autant n'emporte le vent, qui va être repris ensuite par Elia Kazan dans un film fantastique, évidemment, mais c'est pas repris comme tel, qui est Le tramway nommé Désir, où il y a un lien évident à Autant n'emporte le vent, à travers qui ? À travers, comment s'appelle-t-elle ? Scarlett, enfin, qui a joué par, je ne me souviens plus du nom de l'actrice, bon, Vivien Leigh, voilà, qui a 15 ans de plus, et qui est pathétique. Parce que tous les gens qui regardent ce film d'il y a 15 ans, 1950 et quelques, voient Scarlett, et voient le conflit du Nord et du Sud. Stanley incarne le Nord. Elle incarne le Sud. Et c'est compliqué, parce qu'elle est beaucoup plus sympathique que Stanley. Enfin, je ne vais pas me présenter là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir des années 60-70, Hollywood, qui devient, comme Cinecittà, des studios de télévision, dominés aujourd'hui par Netflix, devient non plus une économie libidinale, mais une déséconomie pulsionnelle. C'est-à-dire que ce qui va faire les blockbusters, c'est le cinéma d'horreur. C'est tout ce qui est l'anticipation du pire, de la fin, et aujourd'hui c'est absolument incroyable. Quand on regarde les séries télévision américaines qui fonctionnent, c'est tout ce qui annonce la fin, la destruction. C'est basé sur la pulsion de mort. En tout cas, si j'en parle, c'est parce que dans le cinéma américain première période, l'identification secondaire est absolument fondamentale. Il s'agit de prendre en charge l'identification secondaire. Et il ne s'agit pas de court-circuiter la famille, puisqu'on la valorise. La famille américaine, en fait, est une caricature dont Hitchcock s'est bien moqué. Bon. Mais à partir des années 70, c'est plus du tout ça. Le problème, c'est plus l'identification, c'est la sollicitation des pulsions. Pourquoi ? Eh bien, en fait, à mon avis, c'est ma thèse, parce que la télévision est arrivée, et la télévision a liquidé les structures d'identification, d'une façon générale, au père, au héros, à tout ce qu'on veut. Et donc la libido devient de plus en plus difficile à attraper. Par contre, la pulsion explose. Donc on exploite la pulsion, on n'exploite plus la libido. Et on produit non plus un capitalisme, une économie libidinale capitaliste, mais une déséconomie libidinale capitaliste. C'est ce que j'appelle le capitalisme pulsionnel, qui est une affaire récente. C'est les années 70, l'apparition du capitalisme pulsionnel. Après, avec les réseaux numériques, eh bien là, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus d'identification. Et là, c'est très important de savoir que le penseur de tout ça, parce qu'il y a des penseurs de tout ça. Quand je dis qu'il y a des penseurs, je ne veux pas dire qu'il y a des complots. C'est une autre question. Mais il y a des penseurs. Et parfois des penseurs très puissants, même si je pense que ce sont des penseurs qui ne pensent pas en réalité, avec un A.
Et moi, penser avec un E, c'est toujours penser avec un A. Donc ce ne sont pas de vrais penseurs. Et le plus important de tous ces penseurs s'appelle Peter Thiel, qui est conseiller aujourd'hui de Donald Trump. C'est lui qui a organisé la campagne de Donald Trump. Et Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal et de Facebook. C'est pas lui qui a inventé Facebook, mais c'est lui qui l'a financé et qui en a contrôlé le développement. Et Peter Thiel, c'est un élève de René Girard. C'est-à-dire que c'est un théoricien du désir mimétique. Et René Girard, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Freud. Et qui oppose à la théorie freudienne une théorie du mimétisme. Et maintenant, il y a toute une théorie des mèmes qui s'est développée. Et les mèmes sont calculables, c'est-à-dire qu'on peut les transformer en algorithmes, etc., etc. Et là, ce sont des réseaux sans chef, sans identification. Et où on exploite quoi? Le mimétisme, c'est-à-dire quoi? La pulsion de mort, pour moi. Le mimétisme, c'est la pulsion de mort dont on a besoin, d'ailleurs, parce qu'il faut de la synchronie, il faut du contrôle, et donc il faut du surmoi, et il faut de la pulsion de mort, on en a besoin. Mais là, on n'est plus dans une fonctionnalisation de la pulsion de mort, on est dans une élimination de la pulsion de vie via la pulsion de mort. Par quoi? Par une conception mimétique du désir, et par une destruction du désir. Et une destruction qui s'appuie sur les mathématiques appliquées, sur des théories qui viennent des sciences cognitives, etc., etc. Ce qui est liquidé dans tout cela, c'est la philia. Je prends le mot donc d'Aristote. La philotès, c'est-à-dire l'amitié, l'éros et l'agapé. C'est-à-dire les 4 grandes figures de ce qui constitue les économies libidinales. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lien libidinal, en fait. Ce n'est pas un lien libidinal au chef qui fonctionne là. C'est plus libidinal. C'est un processus qui court-circuite l'identification, la libido et le chef, et qui produit uniquement de la répétition mimétique manipulée par des algorithmes. Alors, ayant dit cela, on est confronté à ce type de masse aujourd'hui. Maintenant, votre question, et je la partage complètement, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit? Parce que faire, c'est dire. Dire, c'est faire, mais faire, c'est dire aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, je vais revenir à la question du maître et du serviteur. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez bien dit le serviteur et non pas l'esclave. Ça, c'est très, très important. Il y a une immense confusion, même chez un lecteur tellement attentif comme Jacques Derrida, qui est germaniste, qui lit en allemand. Il reprend cette histoire, maître et esclave. Mais ce n'est pas du tout d'esclave. Il n'y a pas d'esclave chez Hegel. Il parle des esclaves, Hegel. Mais le maître, ce n'est pas le maître de l'esclave, c'est le maître du serviteur, Knecht. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le serviteur, chez Hegel? Il apprend. Il travaille. Il travaille parce qu'il sublime. Et quand je dis qu'il travaille, ce n'est pas qu'il est laborieux. Le labeur, ce n'est pas le travail. Le labeur, c'est la peine qu'on éprouve éventuellement en travaillant. C'est autre chose. Le labeur, c'est la bête de somme. C'est-à-dire, c'est le bœuf, voilà, qui laboure. Et le laboureur laboure avec la bête de somme. Il est lié à la bête de somme. Il n'apprend rien. Il est soumis. Voilà. Il ne fait que labourer. Le serviteur, c'est pas ça. Le serviteur, chez Hegel, c'est l'artisan. C'est-à-dire, c'est celui qui fabrique des choses. Et qui, alors, il fabrique des choses pour qui? Pour le Seigneur, pour le Herr. Mais en fabriquant, il apprend. Et donc, en servant, il provoque le renversement de la maîtrise. Et il instaure une nouvelle maîtrise. Aujourd'hui, si j'insiste sur tout ça, c'est parce que le premier qui a commis cette immense erreur de parler d'esclave là où c'est un serviteur, c'est Marx. Moi, j'essaie de convaincre les Chinois que cette histoire de dialectique du maître et de l'esclave, c'est complètement du bidon, et que si vraiment ils veulent lire Hegel, c'est pas du tout ça dont on parle Hegel. Et je le dis pourquoi? Parce que il m'arrive de m'adresser au Parti communiste chinois pour dire est-ce que vous voulez devenir le parti des robots? Parce que ce qu'on appelle les prolétaires sont remplacés par les robots aujourd'hui. Alors, le parti des robots, c'est le parti du capitalisme, en fait. Hein. Bon, je ne dis pas ça comme ça exactement, Parti communiste chinois, parce que sinon, je n'aurais plus de visa. Mais si je dis les choses comme cela, maintenant, c'est parce que la prolétarisation, c'est-à-dire la perte de savoir, a affecté d'abord les travailleurs manuels, puis les techniciens, puis les ingénieurs, puis les dirigeants des entreprises, mais aussi les consommateurs, Emmanuel Macron et tout le monde, et les gilets jaunes, qui en souffrent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Du savoir. Ils veulent du savoir. Et ils n'en ont pas,
Ils n'en ont pas parce que l'économie actuelle est une déséconomie qui repose sur la destruction du savoir. Ma propre définition du savoir aujourd'hui, c'est ce qui produit de la négantropie. C'est ce qui permet de lutter contre l'entropie. Savoir jouer aux échecs, par exemple, c'est savoir jouer comme personne d'autre ne sait jouer. Et c'est donc produire quelque chose de nouveau, une bifurcation. Ça, c'est du savoir. Et ça, c'est reconnu. Si Zinedine Zidane a pu devenir un héros français, bien que d'origine maghrébine, etc., c'est parce qu'il sait jouer au football. Et il sait vraiment jouer au football. Moi, je ne suis pas du tout amateur de football, mais si vous regardez Zidane jouer, même si vous ne connaissez rien au football, vous dites « c'est incroyable, cette façon de jouer ». Il sait quelque chose. Donc les seuls pour lesquels il se produit encore un peu d'identification, c'est les footballeurs, c'est des gens comme ça qui savent des choses et qui sont exploités par l'industrie du spectacle sportif. Voilà. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a à parler à ce qui n'est plus le peuple, à ce qui constitue la masse, par exemple la masse des Gilets jaunes, la masse de Nuit debout, ou la masse des consommateurs, la masse des électeurs de Trump, pour les éclairer sur ces processus, sur lesquels tout le monde s'est leurré, par exemple en France. Je me suis fâché avec beaucoup de gens, moi, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle État de choc, où j'ai essayé de montrer que Derrida, Deleuze, Guattari, Lyotard, Foucault, etc., se sont tous fait avoir par ces confusions. À la fois sur la dialectique du maître et de l'esclave d'une part, et d'autre part confusion entre libido et pulsion. Maintenant, tout n'est pas à jeter là-dedans. Dans mon dernier bouquin, dont vous parliez tout à l'heure, j'ai analysé le discours de Félix Guattari en 1989. Et tout à coup, Guattari change complètement. Tout à coup, il est inquiet. C'est lui qui parle d'implosion barbare. C'est complètement contradictoire avec ce qu'on a toujours dit de ce que posaient Deleuze et Guattari. C'est-à-dire qu'il faut dire oui au devenir, il ne faut pas être réactionnaire, etc. D'un seul coup, Guattari, qui par ailleurs dit en 1989, méfiez-vous de Donald Trump, c'est un type dangereux, c'est quand même incroyable d'anticiper ça à cette époque. C'est page 34 des 3 écologies. Il dit, regardez Trump, c'est un type très dangereux. Qu'est-ce qu'il fait, Guattari? Tout à coup, il change son point de vue. Moi, je ne suis pas d'accord avec Guattari, avec Deleuze sur l'anti-Oedipe, etc. Pour des raisons qu'il faudrait expliciter, mais je ne vais peut-être pas le faire maintenant. Mais mon désaccord fondamental avec eux, il ne porte pas tellement sur leur critique de l'Oedipe, etc., etc. Je ne suis pas d'accord avec cette critique, mais je dirais que ce n'est pas le cœur, c'est pas le sujet central pour moi. Le vrai point faible de l'anti-Oedipe, c'est Reich. Et c'est la confusion entre désir et pulsion. C'est la reprise en compte de ce que dit Reich sur la psychologie du nazisme, et là où il dit, Reich, que les Allemands désiraient le nazisme. C'est absolument faux. Ce n'est pas le désir qui s'exprime dans cette... Là, c'est une identification au chef, mais c'est la pulsion, pas le désir pour moi. Et je pense que, si j'en parle, c'est parce que je pense que pendant 50 ans, les 50 dernières années du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une immense confusion entre, d'une part, esclaves et serviteurs, c'est pas du tout la même chose, et d'autre part, pulsion et libido. Et ça fonctionne ensemble, ça fait système. Alors, vous demandiez que dire? Eh bien, moi, je pense qu'il faut dépasser les concepts de prolétarisation. On a posé pendant des siècles, j'ai été, je vous l'ai dit, l'autre jour, j'ai été membre du Parti communiste, j'ai été militant communiste. Je suis rentré au Parti communiste pour faire ce qu'on appelait de l'entrisme à l'époque. Et j'ai porté moi-même ce discours de voilà, la puissance du négatif que sont les prolétaires, etc., etc. Puis on voit très bien aujourd'hui que c'est un leurre absolu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Il ne faut pas simplement s'en lamenter. J'étais au siège du Parti communiste aujourd'hui. Pathétique. Pathétique. Tu l'avais fait bien? Oui, dans ce magnifique espace de... Je crois qu'ils ont vendu. Non, ils ne l'ont pas vendu, mais ils le louent. 2500 € par jour, je peux vous dire, parce que... pas Airbnb, non. Ils l'ont loué à un de mes anciens étudiants cet après-midi, 2500 € pour faire un colloque. L'espace est magnifique, et on avait, enfin pas moi, mais mon étudiant avait très envie que ça se passe à l'ancien siège. C'est Niemeyer. C'est Niemeyer qui a fait ça, et c'est vraiment admirable. C'était un colloque sur l'architecture et le design, etc. Bon, je passe là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre la question du savoir et de la déprolétarisation au cœur de ce que je vais appeler la cure. Pas simplement la cure psychanalytique. La cure, c'est quoi? C'est la curée
C'est-à-dire, c'est l'église, la foule conventionnelle, c'est la synagogue, c'est la mosquée, c'est tout ce que vous voulez, c'est le chaman, ce sont des curateurs, ils curent. C'est la cure au sens de la politique en général, qui doit en principe prendre soin. Et c'est la cure psychanalytique, c'est la cure, voilà. Il faut repenser la cure au regard du savoir, et aussi du savoir du psychanalyste. Et vous dites, et vous avez raison, je dis la même chose, il y a un savoir de la psychanalyse, et il faut penser ce savoir. Il faut aussi le penser avec un A. J'ai fait des cours il y a 2 ou 3 ans au Conservatoire d'art dramatique, et j'ai commencé mon premier cours aux étudiants, aux 30 jeunes qui sont sélectionnés par le conservatoire, parce qu'il y a des promotions de 30 jeunes. Je leur ai dit, si vous voulez faire du théâtre, étudier le théâtre avec moi, commencez par vous rendre compte que le théâtre est malade. Et donc pensez le théâtre, prenez soin du théâtre. Il est malade. La psychanalyse aussi est malade. Elle l'a toujours dit de toute façon. Mais je pense qu'elle a une maladie aujourd'hui, qui est la maladie du siècle. Voilà. Enfin, du siècle, de l'anthropocène, disons. Et je pense que cette maladie, elle a affaire avec la question du savoir et de la prolétarisation. Dans la question que posait Esther, il y avait la question du désir du psychanalyste. Et c'est une très grande question, parce que le psychanalyste est atteint et affecté, lui aussi, par cette prolétarisation, par cette massification, par cette élimination du grand autre, etc. Personne ne peut y échapper à ça. Donc, et là, il y a une question qui se pose, qui est la cure du curateur. Et donc je pense, voilà, moi c'est ce que j'essaye d'ouvrir comme discussion avec vous et avec la psychanalyse. Voilà, comment curer le curateur aujourd'hui d'une manière acceptable par le curateur. Est-ce que vous permettez que je vous fasse bien sûr. à ce propos une remarque? Bien sûr. Celle concernant ce que vous isolez parfaitement, c'est-à-dire que n'apparaît plus dans la masse la figure du chef. Il y a là un progrès qui permet de considérer que la place du chef, je passe sur les circonstances pratiques de l'affaire, je veux dire qu'il s'agit de coalitions de groupes extrêmement différents, voire opposés, mais là, ce n'est pas le problème. Un progrès pour considérer que cette place, effectivement, est vide, et de telle sorte qu'elle donne à chacun des membres qui s'en réclament de cette place le fait d'incarner lui-même l'autorité de ce lieu, non pas d'en être le représentant. Ce n'est pas une démocratie représentative, la foule, mais que chacun en est l'agent, l'acteur de ce lieu, et qui fait que lorsqu'une parole est prise en s'autorisant de ce lieu vide, c'est une parole qui est toujours de l'ordre du performatif, de l'assertif absolu, et qui élimine systématiquement l'interlocuteur. Ce que vous avez à dire, à opposer à ce que je suis en train de vous raconter, ça n'intéresse personne et on s'en fout. C'est comme je suis en train de vous le dire. Donc il y a effectivement dans l'organisation des foules, des masses, un nouveau type de rapport au chef, mais qui ne paraît pas, je dirais, tellement plus rassurant. Le deuxième point concerne également ce qui pourrait faire traumatisme, c'est-à-dire qu'on a toujours mis le savoir du côté de l'autre, et là, en l'occurrence, du côté du peuple. Ce que l'on peut vérifier dans les manifestations actuelles auxquelles nous assistons, c'est l'ignorance absolue des conditions aussi bien économiques que politiques réelles qui agencent la société. Une ignorance absolue et qui ne cherche aucunement, qui n'accepte, je dirais, aucune retouche à cette ignorance. Il est absolument remarquable de voir qu'aussi bien les revendications que, je dirais, les protestations de bonne foi, etc., ne reposent sur strictement, je dirais, aucun savoir du fonctionnement réel
de la société. Et puis, un point encore, si vous le voulez bien, aucun projet humaniste. On a toujours, vous le savez aussi bien que moi, on a toujours entendu la revendication venir de ce lieu comme animé par un projet humaniste. Aucun. Il s'agit simplement de revendications locales, n'est-ce pas, différentes selon les uns ou selon les autres, mais aucun. Je veux donc dire qu'on se trouve là, effectivement, devant un certain nombre de modifications à apporter à la psychologie des foules, que l'on peut ranger d'une certaine manière dans la catégorie du progrès, ça c'est certain, mais d'un progrès qui, comme vous le disiez à propos du progrès technologique, n'est pas fondamentalement rassurant. Je voudrais encore, je vais vous faire part d'un de mes derniers traumatismes, si je peux me permettre. Dans les pages du Figaro consacrées à l'incendie de la cathédrale, dans la même page, 2 articles. L'un de quelqu'un que nous connaissons bien, qui s'appelle Régis Debray, dont on sait beaucoup de choses, et dont on va découvrir à cette occasion dans un style élégant, traditionnel, riche, fleuri, je dirais, le fond catholique, je dirais, déterminant de ce qui a toujours été sa démarche et sa pensée. Très bien. C'est clair, c'est net, et on s'y retrouve parfaitement. Second article est celui d'un tout jeune qu'on voit actuellement apparaître et qui est donc le chef de liste aux européennes des Républicains, le nommé Xavier Bellamy. Non, il a un prénom un peu plus... Bon, en tout cas, il s'appelle Bellamy. Et son propos, son article, vous le comparez à celui de Debray, ce sont 2 espaces et 2 mondes différents. Ils ne sont plus, et nous ne sommes plus avec eux dans le même espace, dans la même pensée et dans la même rhétorique. Ils disent des choses apparemment voisines, évidemment, semblables, et cependant il y a une mutation essentielle de l'un à l'autre, et qui consistera, à mon sens, pour parler très rapidement, en ceci, c'est que le papier de Debray est classique, c'est-à-dire qu'il donne à entendre. Il a des résonances, il a des vibrations. Celui de Bellamy, philosophe, intelligent, sympathique, il dit tout, il n'y a rien à entendre. Tout est là, tout est exposé, tout est clair, tout est limpide. Et du même coup, je dirais, la portée de ce qui est là énoncé, je dirais, s'évanouit, perd tout support. N'est-ce pas ? Et donc, je dirais dans la même page, alors les millénials, ça existe. Ça existe. Nous avons affaire de l'un à l'autre à une mutation qui, à mon sens, dans l'expression politique et dans l'organisation politique, est essentielle. Ce sont les 2 mêmes, ils sont complètement ailleurs l'un par rapport à l'autre. Et si c'est effectivement ce que je raconte exact, je trouve que ça débouche sur autant de problèmes que, par exemple, les formulations de notre président sur le parvis de Notre-Dame le soir de l'incendie, qui relève du même style évidemment que celui de Bellamy. C'est-à-dire que là aussi, tout est... Nous rebâtirons.
c'est très différent si ça se donne à entendre, si ça devient la vérité de l'articulation, ou si ça devient l'argument banal d'une exposition destinée à séduire. Ça n'est plus du tout la même chose, et ça n'a plus du tout le même effet, la même portée. Et personne ne se souviendra des quelques belles phrases que le président a pu dire ce jour-là. Il y a donc une mutation rhétorique, de la rhétorique, dont vous avez parfaitement raison de souligner la dépendance à l'endroit, je dirais, des moyens technologiques actuels de communication, qui sont absolument patents, mais dont les conséquences, je crois que nous sommes encore entièrement livrés et vulnérables, entièrement livrés à cette mutation de la rhétorique. En fait, vous avez abordé deux questions apparemment différentes et en même temps, peut-être qui sont la même. Vous avez parlé du non-savoir. Oui. Et vous parlez de Bellamy et du président de la République. Debré étant sur un autre plan. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la question du non-savoir doit être posée à nouveau frais. Je dis bien le non-savoir, je ne dis pas seulement l'ignorance. Je veux dire par là que... Bon, moi je suis quelqu'un qui lit Heidegger. Qui lit Heidegger. Mais pourquoi pas? Et je pense que Heidegger a été lui aussi extrêmement mal interprété, comme Hegel a été mal interprété par Marx, Marx par les marxistes, etc. C'est peut-être le destin de tous les penseurs finalement d'être mal interprété, mais je pense que Heidegger, dont beaucoup de ce qu'on appelle les Heideggeriens ont posé qu'il rejetait la technologie, etc., c'est pas du tout ce qu'a dit Heidegger, au contraire. Il a ni qu'il la rejetait, ni qu'il y adhérait. Il a dit la nouvelle réalité de l'être, c'est le Gestell, c'est-à-dire la domination de la technique, ce qu'il appelle la technique moderne ou la technologie. Et cette technologie, qui est la cybernétique pour lui, ça c'est très clair, il l'a dit plusieurs fois de manière parfaitement explicite, il attend qu'il s'y produise ce qu'il appelle l'Ereignis, c'est-à-dire une transformation, une bifurcation. Je pense que c'est une question du non-savoir. Je ne suis pas du tout sûr qu'Heidegger serait d'accord avec ce que je dis. Mais je pense en revanche que ce qui est en jeu là, c'est la question de savoir comment ce qui est la domination du non-savoir, c'est-à-dire la cybernétique. Parce que tout ce que je disais tout à l'heure sur la prolétarisation, etc., c'est le résultat de la cybernétique. Comment tout cela peut engendrer ce qu'il appelle Ereignis, qui est une nouvelle époque du savoir, un nouveau savoir. Et là, je voudrais parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé ici la première fois que j'étais venu, mais dont je voudrais vous reparler parce que j'étais hier dans cet endroit, c'est la clinique contributive de Saint-Denis, que j'essaye de constituer, d'instituer, si j'ose dire même. J'essaie d'en faire une institution, qui est une clinique où l'on prend soin de bébés et de parents qui ont été intoxiqués par le smartphone. Avec, j'avais déjà expliqué, donc je le redis, excusez-moi de me répéter là encore, le fait que, bon, moi j'ai commencé à travailler sur cette question à travers une pédopsychiatre qui s'appelle Marie-Claude Bossière et qui m'a écrit il y a 2 ou 3 ans un email en me disant je travaille avec des mamans et des bébés et j'ai constaté que ces mères qui ont des problèmes d'allaitement ont utilisé les smartphones pour mettre en place l'allaitement. Et en fait, elles ont produit ce qu'on appelle des autistes, qui en fait ne sont pas des autistes, mais qui ont qui semblent être des autistes. Si j'en parle là, c'est parce que hier, pour la première fois, cette clinique, nous l'animons avec cette pédopsychiatre, Marie-Claude Bossière, et avec des puéricultrices, un médecin, une psychologue et une diététicienne. Nous l'animons en essayant de reprendre des problématiques de Winnicott, de Gregory Bateson dans ses travaux sur les alcooliques anonymes et de François Tosquelles dans la psychiatrie institutionnelle. Et si je vous en parle, c'est parce que hier nous avons pour la première fois reçu 3 parents, une mère
deux mères et un père, qui sont venus, pour deux d'entre eux, la mère et le père, avec des enfants, dont un est, étiqueté autiste. L'autre mère n'était pas avec son enfant, mais elle a aussi un enfant qui était étiqueté autiste. Et ce sont des parents qui ont, après un travail qu'a fait Marie-Claude Bossière avec eux, ont identifié et admis la question du rôle du smartphone, y compris de leur propre pratique du smartphone, parce que ces parents-là ont des smartphones, évidemment, donc ils sont happés par le smartphone, et à un moment donné, ils donnent le smartphone au bébé, et le bébé s'en empare, ne veut plus le lâcher, c'est absolument... Tout le monde dit c'est exactement comme l'héroïnomane avec l'héroïne, c'est-à-dire c'est la dépendance absolue. Et ces bébés, au bout de 3 ans, ils sont catégorisés autistes, alors qu'ils ne le sont pas. On nous l'a prouvé hier, puisqu'un de ces gamins, une soignante a montré qu'en fait il communiquait, qu'il dessinait, qu'il était... Et c'est pas du tout un autiste. Mais par contre, c'est un enfant qui a perdu toute une dimension du langage, enfin qui n'a pas de rapport au langage, en fait. Ils sont en train de reprendre un peu pied dans le langage parce que leurs parents ont compris la question et ont pris des mesures tout à fait fortes, je dirais, pour essayer de faire face à la situation. Mais si je vous en parle, c'est parce que le protocole de ce séminaire, de démarrage de ce séminaire, c'est moi, Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, lui, Stigler, philosophe, lui, ingénieur en informatique, spécialiste de réseau et de smartphone, vous, parents, le bébé, les puéricultrices, personne ne sait ce que c'est qu'un smartphone, ni comment, ni ce que ça produit. Personne ne le sait. Il y a un non-savoir qui affecte absolument tout le monde. Les psychiatres, les médecins, les ingénieurs, parce que les ingénieurs ne savent pas plus que les autres ce que font les smartphones. Les ingénieurs, ils fabriquent des smartphones, ils ne savent absolument pas ce que ça produit. Personne ne sait. Et c'est à partir de ce point de départ, personne ne sait, eh bien qu'il se produit quelque chose de fantastique, à savoir du savoir. Parce que ces parents produisent du savoir. Ils produisent un savoir extrêmement modeste, mais ils produisent un savoir qui ressemble à ce que dit Bateson du savoir des alcooliques. Puisque Gregory Bateson, qui est pour moi un très grand penseur, qui a utilisé des modèles de la cybernétique, mais aussi des références à la psychanalyse à travers sa compagne, Margaret Mead, et bien entendu, c'est un anthropologue. Donc, qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré que un alcoolique qui vraiment va voir les alcooliques anonymes pour cesser de boire, il a touché le fond. C'est rock bottom. Il a touché le fond, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est foutu avec l'alcool. Qu'il est capable de tout, à cause de l'alcool, comme l'héroïnomane. Il est capable de tout, il commence à avoir des hallucinations, enfin, il n'a plus de travail, il n'a plus de relations sociales, il est coupé de tout le monde, et l'alcool l'a totalement envahi, et l'a complètement désocialisé et dépsychicalisé, si je puis dire, d'une certaine manière. Alors, vous savez pourquoi, enfin peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs, pourquoi Bateson a travaillé sur les alcooliques anonymes. C'est parce que les alcooliques anonymes avaient des résultats 4 fois supérieurs aux psychiatres en matière de désintoxication. Le taux de réussite de la désintoxication en établissement psychiatrique, c'est 10%. Le taux de réussite des alcooliques anonymes, c'est 40%. Et pourquoi ça fonctionne ? C'est ça que s'est demandé Bateson. Il a essayé de comprendre. Et ce qu'il a découvert, c'est d'abord que le protocole des alcooliques anonymes, qui sont tous d'anciens alcooliques, c'est de recevoir l'alcoolique qui arrive en disant « j'en peux plus, il faut que j'arrête, etc. » et de lui dire « alors, pourquoi veux-tu ? Qu'est-ce que ça t'a apporté l'alcool ?» Alors il répond « ça ne m'a rien apporté du tout, ça m'a tout enlevé, ça m'a tout détruit. » Et donc la règle, c'est « alors si ça ne t'a rien apporté, c'est que tu n'es pas prêt à te désintoxiquer. Quand tu sauras pourquoi tu avais besoin d'alcool et que c'était bon pour toi, alors tu pourras changer de dispositif d'addiction. Mais pour le moment, tu n'es pas prêt. Tant que tu seras dans le déni de ce que l'alcool t'apportait, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Et tu ne pourras pas changer d'attachement, de dépendance, c'est-à-dire d'addiction. J'aime bien souligner que la première page de Winnicott dans Jeu et réalité, il parle du bébé addicted to the transitional object.
Et dans la traduction française, c'est traduit par passionné. Mais c'est pas du tout passionné, c'est addict. Et 30 ou 40 pages plus loin, il dit, Winnicott, mais l'addiction c'est nécessaire. L'amour est une addiction, la filia est une addiction, c'est une dépendance. Donc le problème, c'est pas l'addiction, c'est la désindividuation, la destruction de la famille psychique. Si je dis cela, c'est pour essayer de reprendre la question du savoir que vous avez posée et du non-savoir. Nous faisons l'expérience à l'échelle cosmique, si j'ose dire, du non-savoir. Parce que le non-savoir, ça ne frappe pas que les gilets jaunes, ça ne frappe pas que Macron ou M. Bellamy. Ça frappe tout le monde. Moi, je travaille avec des astrophysiciens du CEA, donc ils sont les grands astrophysiciens, les meilleurs astrophysiciens de France. Ils sont frappés par le non-savoir. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des big data qui font des traitements à très très grande vitesse, de très très grand nombre d'informations. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des black box. Des boîtes. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment les résultats sont produits. Et si vous avez lu Aristote, vous savez que ça, c'est de l'anti-science. Si la science n'est pas capable d'expliciter les conditions dans lesquelles elle produit son résultat, c'est plus de la science, dit Aristote. C'est de la technique. Et en effet, c'est de la technique. Alors, ce que je dis en disant cela, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, confrontés à l'échelle. Je dis cosmique parce que c'est, disons, à l'échelle planétaire, mais l'échelle planétaire, c'est une échelle cosmique. Nous sommes confrontés au non-savoir. J'avais commenté dans un de mes livres une déclaration de Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale des États-Unis, expliquant pour se défendre et justifier les erreurs qu'il avait commises, que personne ne sait comment fonctionne le trading automatique de l'économie financière. Et donc il disait, le vrai problème c'est qu'on n'a plus de théorie de tout ça, il faut élaborer une théorie. Donc c'est pas moi qu'il faut mettre en question, c'est les théoriciens qui ne font pas leur travail. Et donc il disait, il n'y a plus de savoir, je n'ai pas de savoir, lui n'en a pas. Peter Thiel n'a pas de savoir non plus, il manipule le mimétisme, il n'a aucun savoir. C'est très important. Très important. Et je pense qu'on peut redémarrer à partir de là. Sûrement. À partir du fait que, comme l'alcoolique, on va admettre que oui, on avait besoin d'alcool, ou on n'a pas de savoir, et on peut redémarrer. Tout à fait. Malheureusement, nous devons conclure. Peut-être nous allons laisser, étant donné l'heure, Bernard, la conclusion à Charles Melman sur votre échange. Non, moi, je suis à chaque fois enchanté, Bernard Stiegler, de vous entendre et de mesurer de quelle façon des approches différentes conduisent à effectivement des perspectives, enfin, conduisent à des solutions elles-mêmes différentes. C'est en tout cas pour nous très précieux de bénéficier du savoir de ceux qui, je dirais, analysent et assimilent et accumulent les préoccupations à la fois traditionnelles et modernes sur ces questions. Celle du non-savoir aujourd'hui à l'œuvre est assurément essentielle. J'imagine que si Lacan était là, il vous dira le savoir, ça n'est jamais que celui de la jouissance, et que s'il y a du non-savoir, c'est que finalement, vous n'êtes plus très sûr de la jouissance qui est la bonne. Et c'est ce qui fait de vous des égarés. Il pourrait dire une chose de ce type. Mais en tout cas, je peux sûrement dire que c'est pour nous instructif et rassurant d'entendre des travaux et des réflexions comme les vôtres. Donc merci beaucoup de venir nous en faire part. Et vous pourrez poursuivre, bien sûr. Donc, pouvons-nous conclure, avant peut-être une question, Bernard, vous marquiez l'importance aussi dans ce qui pourrait, donc non pas nous sauver, mais apporter une politique du pharmacone et de la gravité. Vous citiez Hölderlin, là où le danger croît,
est aussi ce qui sauve. Oui. Il était bien malade, celui-là. Il a jamais guéri, d'ailleurs. Vous voulez finir par une note pessimiste? Non, pas du tout. Non, non. Je sais simplement aller me coucher. Non. Allez, on va se terminer là. Merci beaucoup à vous. Merci.